mois de septembre 2002, un événement a eu lieu dans la Grande Pyramide de Gizeh, la plus grande et la plus mystérieuse des pyramides de l'ancienne Égypte. Des équipes d'archéologues et d'ingénieurs ont effectué 2 remarquables recherches retransmises en direct à la télévision. Dans le vieux cimetière des bâtisseurs de pyramides, le plus ancien cercueil jamais trouvé en Égypte a été ouvert. On pense qu'il appartenait à l'un des principaux maîtres d'œuvre du chantier de construction des pyramides. Au même moment, des recherches se déroulaient au plus profond de la Grande Pyramide. Un engin téléguidé est remonté dans un puits secret pour tenter de découvrir ce que dissimulait une dalle mystérieuse. Les nouveaux espaces découverts par ce robot aideront les égyptologues à comprendre le sens et la fonction de la pyramide. Nous essayons de reconstruire ce que les bâtisseurs avaient en tête il y a près de 5000 ans. On sait ce qu'on cherche, mais ce qu'on trouve est toujours une surprise, et c'est ce qui s'est produit avec ce petit puits. C'est un moment crucial pour nous. Cette porte a été l'une des plus importantes découvertes réalisées avant la fin de l'année 2002. Nous savons bien peu de choses sur la Grande Pyramide. Comment a-t-elle été construite? À quoi servait-elle exactement? Y a-t-il encore des chambres secrètes qui n'ont pas été découvertes? Les archéologues ont passé des années à chercher les réponses à ces questions. On a toujours pensé que la Grande Pyramide avait été construite pour le pharaon Khéops, il y a près de 4500 ans, mais à notre connaissance, on n'y a jamais rien retrouvé concernant ce pharaon. Khéops a passé sa vie terrestre à préparer sa mort et ses funérailles. Ce pharaon était le monarque de toute l'Égypte, le maître suprême du monde et un dieu vivant. Son destin était de rejoindre les autres dieux dans l'au-delà. Quand l'embarcation funéraire de Khéops a traversé le Nil pour le faire passer de la rive des vivants sur la rive des morts, tous ses trésors ont été embarqués avec lui pour l'accompagner dans l'au-delà. Nous ignorons ce qu'ils sont devenus. Ils ont été très certainement enterrés avec lui dans la Grande Pyramide. Les égyptologues sont maintenant convaincus qu'elle était bien la sépulture de Khéops. La pyramide constitue une dernière demeure sûre dans laquelle le corps du pharaon pouvait demeurer intact pour l'éternité. Mais c'est aussi une espèce de machine qui procure au roi l'énergie qui lui permet de passer dans l'au-delà et de vivre comme un dieu dans la sphère céleste. Mais on n'a jamais vraiment compris de quelle façon les Égyptiens estimaient que la pyramide devait aider le roi à atteindre la sphère céleste. Les archéologues espèrent que certaines réponses sont encore cachées à l'intérieur. Chaque petit détail qui nous est révélé concernant la Grande Pyramide est primordial car tout est lié dans cette machine, dont le but est de faire passer le roi dans l'au-delà. En septembre 2002, des scientifiques décident d'envoyer une caméra télécommandée dans une partie totalement inexplorée de la Grande Pyramide. Cette opération est télévisée. Voici l'entrée de la Grande Pyramide. Ce n'est pas l'entrée d'origine qui a été condamnée après l'inhumation du pharaon. Ce tunnel a été taillé dans la pierre il y a près de 1000 ans. Et il conduit à ce que l'on estime être la chambre funéraire de Khéops. Mais pour arriver jusqu'à la chambre dans laquelle travaille notre équipe, je vais devoir emprunter toute une série de tunnels et de passages qui vont me conduire au cœur de la pyramide. En voici un. Je dois grimper ces hautes marches de pierre pour rejoindre l'endroit où l'équipe tente d'élucider le mystère du puits secret.
Ce puits mystérieux a été exploré pour la première fois en 1992 par un ingénieur allemand, Rudolf Gantenbrink. Mais lorsque son robot eut parcouru une soixantaine de mètres à l'intérieur du conduit, son équipe eut la surprise de découvrir que l'issue était condamnée. Une dalle semble avoir été spécialement taillée pour obturer le puits. Mais que sont ces objets semblables à des poignées? S'agit-il d'une porte? Est-ce un indice sur la fonction de la pyramide? Fasciné par ce puits et cette dalle, le docteur Zahi Hawass, directeur des antiquités égyptiennes, a toujours rêvé de voir ce qui se trouve derrière. J'ai attendu ce moment-là toute ma vie. En 2002, un nouveau robot est commandé. Il s'agit d'un appareil sophistiqué capable de transporter toute une série d'outils et de caméras. Et une nouvelle équipe reçoit l'autorisation de travailler à l'intérieur de la pyramide. En septembre, les techniciens ont déjà pratiqué toute une série d'essais sur le robot. La tâche ne s'est pas avérée facile. Non seulement la pierre est située 65 mètres plus haut, mais le puits est terriblement escarpé. Maintenant, l'équipe est prête à envoyer le robot effectuer sa mission définitive. Et voilà la fin de la première étape. Je suis un peu essoufflée car je viens de gravir plus de 35 mètres sur ces énormes marches. Mais ça en valait la peine car je suis maintenant au cœur même de la Grande Pyramide. Je me trouve dans ce qui s'appelle la Grande Galerie. Regardez, ce plafond en pierre est vraiment impressionnant. Les escaliers, situés de chaque côté de la galerie, mènent à l'endroit où le sarcophage de Khéops a été retrouvé dans la chambre funéraire du roi. Je vais emprunter ce tunnel derrière moi jusqu'à la chambre de la reine. On l'appelle ainsi, mais l'épouse de Khéops n'y a pas été inhumée. Nous ignorons quelle est sa fonction. C'est l'une des énigmes que nous espérons résoudre ce soir. Dans la chambre de la reine, le docteur Zahi Hawass et l'équipe de techniciens attendent Laura pour envoyer le robot dans le puits afin qu'il transmette des images inédites de tout ce qui se trouve au-delà de la porte. L'engin, qui va devoir remonter le long du puits escarpé pour atteindre la dalle, transporte une minuscule caméra installée à l'extrémité d'un bras télescopique. C'est cette caméra qui va franchir la porte. Le robot va se glisser dans ce tunnel qui fait une cinquantaine de centimètres carrés. Zahi, je dois vous poser une question. Quelqu'un a-t-il déjà jeté un coup d'œil? Non, mais j'ai ma petite idée. L'envoi d'un robot dans l'inconnu n'est pas la seule aventure de cette soirée. À moins de 2 km des pyramides, un autre événement exceptionnel est en train de se produire. Le docteur Hawass a donné son autorisation pour pratiquer l'ouverture d'une tombe récemment découverte. Les hiéroglyphes indiquent que c'est celle d'un maître bâtisseur appelé Nesut Wessert. C'est une découverte très rare. Il s'agit du sarcophage scellé le plus ancien jamais retrouvé en Égypte. La tombe de Nesut Wessert est la plus récente découverte faite dans un surprenant cimetière qui a totalement modifié notre compréhension de la construction des pyramides. Le docteur Hawass a découvert ces tombes au début des années 90. Alors qu'à proximité des pyramides se trouvent des centaines de tombes de reines, de princes et de princesses, de nobles et de hauts fonctionnaires, personne n'avait jamais retrouvé une seule tombe des bâtisseurs de pyramides. J'ai toujours rêvé de trouver des traces des hommes qui ont construit les pyramides. Voici la toute première tombe que nous avons trouvée. La voûte est très belle et elle était entièrement recouverte de plâtre. En regardant ici, j'ai pu lire, écrit en hiéroglyphes, le nom de Pitar Shepsou. De l'autre côté, j'ai vu une niche dans laquelle les gens, lors des funérailles, pouvaient déposer des offrandes destinées à cet homme. À côté du nom de l'homme se trouve une inscription très importante. Membre de l'entourage du roi. C'est ainsi qu'a débuté cette grande aventure. Cette inscription et d'autres détails de la tombe suggèrent que cet homme était un ouvrier. Depuis lors, plus de 1000 tombes ont été découvertes, chacune étant celle d'un ouvrier ayant travaillé à la construction des pyramides. La plupart d'entre elles sont de simples petits monticules.
Plus haut sur la colline, de plus grandes tombes ont été découvertes, les sépultures des bâtisseurs de pyramides. Cette découverte est primordiale. Les tombeaux des bâtisseurs indiquent non seulement les noms, mais beaucoup plus important encore, les titres de ceux qui étaient enterrés. Ces titres révèlent des détails fascinants sur la construction des pyramides, le contremaître des ouvriers qui charrient les pierres, le contremaître du versant ouest de la pyramide. Chaque nouvelle appellation est une indication sur la façon dont les Égyptiens organisent leur travail. À l'instar du pharaon, les ouvriers emportaient avec eux ce qui allait être indispensable à leur vie dans l'au-delà. En l'occurrence, des douzaines de jarres de bière, sans doute pleines. Ils emportaient aussi des objets plus pratiques, leurs outils. Cet outil était utilisé par un artiste pour sculpter un visage, le lisser, et pour faire le buste ou les jambes d'une statue. En le touchant, on peut sentir la main de l'homme qui l'a utilisé il y a 4000 ans. Les trésors provenant des tombes de Gizeh sont conservés dans un entrepôt dans lequel aucune caméra de télévision n'avait encore jamais pénétré. Mais pour le docteur Hawass, les objets les plus étonnants sont les statues qui montrent à quoi ressemblaient les ouvriers. Cette statue a une grande valeur à mes yeux, car c'est la première que nous avons trouvée pendant les fouilles. Cette femme moud du grain, elle prépare la nourriture et le pain des ouvriers qui travaillent à la construction des pyramides. C'est très important. Chacun de ces visages, chacune de ces personnes nous raconte l'histoire des Égyptiens qui ont bâti les pyramides. La dernière et sans doute la plus excitante des tombes découvertes dans le cimetière des ouvriers est celle de Nesut Wessert. Il était un des principaux maîtres d'œuvre du projet de construction des pyramides. Et le 16 septembre 2002, son sarcophage est sur le point d'être ouvert. Il s'agit du sarcophage scellé le plus ancien jamais retrouvé en Égypte. Et nous espérons qu'il va nous donner de nouvelles indications sur la construction de ces monuments. Apparemment, Nesut Wessert était responsable de l'approvisionnement des constructeurs. La signification de tout cela a été découverte par Mark Lehner dans une autre mine d'or archéologique située un peu plus en contrebas que les tombes des ouvriers. Lorsqu'en 1980, Mark entreprend de dresser la carte de l'intégralité du plateau de Gizeh, il trouve les carrières dans lesquelles les pierres destinées aux pyramides étaient taillées, mais il n'y a aucune trace de l'endroit où vivaient les ouvriers. Mark sait qu'une grande métropole, la cité perdue des pyramides, doit être dissimulée quelque part. Lorsque nous avons entrepris ces fouilles, nous ne savions pas exactement ce que nous allions trouver. Nous avions une grande quantité de pyramides et de tombes, mais nous ignorions comment les gens vivaient. Quand on rassemble des dizaines de milliers de personnes pour construire une pyramide, quelles traces laisse-t-il? C'est à moins d'1,5 km de la Grande Pyramide, à la limite de la banlieue du Caire, qu'il découvre ce qu'il cherche. En fouillant les ruines de cette cité des pyramides, nous avons trouvé des milliers et des milliers de fragments d'ossements animaux. Tout le long de l'artère principale, il y avait ce genre d'os qui devait être jeté par les bouchers. Des mâchoires, des dents et des articulations. Ce qui nous a amené à nous demander si la plus grande partie de la ville n'était pas consacrée à l'abattage du bétail et à la préparation des repas. La viande était une nourriture réservée aux riches, et la découverte faite par Mark va totalement à l'encontre de l'histoire racontée depuis toujours aux touristes, et qui veut que les pyramides aient été construites par des milliers d'esclaves. Mark a découvert que les ouvriers étaient extrêmement bien soignés. Ces ossements représentent assez de bétail pour nourrir des milliers et des milliers de personnes mangeant de la viande tous les jours pendant près d'un siècle. C'est d'ailleurs à peu près le temps qu'il a fallu pour construire les 3 grandes pyramides de Gizeh.
En poursuivant ses recherches, Mark découvre à quel point le régime des ouvriers était riche en protéines. On dirait l'arête d'un petit poisson. C'est l'une des millions de minuscules arêtes de poissons éparpillées sur le site. Donc, en plus de la viande, les ouvriers de la cité se nourrissaient d'une grande quantité de poissons du Nil. Ce ne sont assurément pas des rations d'esclaves, car ces ouvriers étaient nourris comme de véritables athlètes olympiques. Mark a maintenant une bonne idée de la façon dont ils se nourrissaient. Mais où se tenaient ces festins? C'est alors qu'il trouve les restes d'un bâtiment ne ressemblant à aucun autre et muni d'un étrange dispositif de mangeoires et de bancs sur toute sa longueur. Nous avons trouvé sous ces bancs des socles de colonnes comme celui-ci. Et au vu des trous situés dans les bancs au-dessus des socles, nous avons compris que de fines colonnes de bois devaient se dresser toutes les 5 coudées égyptiennes. Nous nous trouvions en fait dans la plus ancienne colonnade couverte d'Égypte. C'est là que Mark trouve de minuscules indices dissimulés dans le sable. Pendant que nous mettions au jour ces mangeoires et ces bancs, nous avons trouvé de minuscules arêtes de poissons qui étaient incrustées. S'agit-il des restes de tables ayant meublé la première et plus ancienne cafétéria du monde? C'est peut-être ici que chaque matin, les ouvriers venaient se nourrir copieusement. Un repas riche en protéines était le meilleur moyen de se préparer à la journée qui les attendait et au travail phénoménal qu'ils avaient entrepris. Et cette colossale entreprise d'approvisionnement était contrôlée par des intendants de la maison du roi, des personnes qui, comme Nesut Wessert, sont mortes à Gizeh pendant la construction des pyramides. Son sarcophage est sur le point d'être ouvert. On espère que la sépulture d'un tel personnage pourra fournir de nouvelles indications sur la façon dont les pyramides ont été construites. Au même moment, une autre équipe s'apprête à obtenir de nouvelles informations sur la fonction même de la pyramide. Un engin télécommandé remonte lentement le long d'un interminable puits en direction d'une dalle. On ignore à quoi sert ce puits et ce qui se cache derrière cette dalle. Des milliers d'ouvriers des pyramides ont travaillé pour construire la sépulture du pharaon, le dieu fait homme, et nous savons maintenant que le monument qu'ils édifiaient était le plus complexe qui ait jamais été entrepris. Pendant que la pyramide de Khéops s'élevait, les bâtisseurs construisaient parallèlement un labyrinthe intérieur. Chaque fois qu'une nouvelle couche de pierre était empilée, les chambres, tunnels et puits étaient eux aussi construits. À n'importe quelle étape de la construction, une vue du ciel de la pyramide aurait permis de comprendre la complexité de cette entreprise. Certains de ces espaces intérieurs sont très vastes. La grande galerie est un immense puits incliné qui mène à la chambre funéraire de Khéops. À l'entrée de la chambre funéraire du roi, les ouvriers qui ont construit la pyramide ont mis en place un ingénieux système destiné à arrêter les pilleurs de tombes. Une fois le corps du pharaon inhumé dans le sarcophage, les ouvriers et les prêtres faisaient tomber cette dalle pour obstruer l'entrée de la chambre funéraire. Le pharaon était alors enterré en toute sécurité pour sa vie dans l'au-delà. Mais ces blocs de pierre n'ont pas réussi à protéger le roi. Ils ont disparu il y a de nombreuses années. De l'autre côté se trouve le sanctuaire intérieur, la chambre funéraire. C'est ici que reposait le corps du roi, enseveli dans un énorme sarcophage.
Et tout comme dans la chambre de la reine, il y a ici 2 petits puits pointés vers le ciel. On ignore encore à quoi servaient ces derniers. Certaines des grandes chambres sont tout aussi énigmatiques, comme par exemple la chambre souterraine se trouvant sous la pyramide. Elle est située à presque 30 mètres sous terre et ne peut être atteinte qu'à l'aide d'un puits escarpé. Cet espace a été taillé à même la roche, mais n'a jamais été terminé. Personne ne sait en quoi ces chambres et ces puits pouvaient aider l'âme du roi à accomplir sa destinée dans l'au-delà. La chambre de la reine se tient au cœur de l'énigme. Contrairement à ce que son nom indique, elle n'était pas destinée à l'épouse de Khéops. Celle-ci possède sa propre pyramide, située tout à côté. À quoi pouvait-elle donc servir? On pense que la chambre contenait une statue du roi, une statue qui pouvait être le réceptacle de l'âme du roi. Les Égyptiens croyaient que l'esprit devait pouvoir réintégrer le corps pour être nourri et faire le plein d'énergie. Dans les temples, des offrandes de nourriture étaient faites le matin et le soir pour permettre à l'esprit de vivre dans l'au-delà. Mais l'esprit pouvait aussi occuper une statue qui fonctionnait comme une espèce de réceptacle. Est-ce un indice permettant de comprendre l'utilité du petit puits que le robot est en train d'explorer et la fonction même de la pyramide? Un peu plus tôt, le docteur Hawass et Meg Waters, l'un des membres de l'équipe scientifique, ont escaladé la pyramide jusqu'à l'endroit où les orifices des puits de la chambre de la reine sont censés se trouver, à peu près à mi-chemin du sommet. Il y a 2 puits situés l'un sur la face nord et l'autre sur la face sud. Les orifices de ces puits n'ont jamais été trouvés. Nous sommes à proximité du puits. Mais les archéologues de Gizeh ont cherché un peu partout sur le flanc sud. Et ils n'ont trouvé aucune trace indiquant que ce puits avait une issue vers l'extérieur. Les puits devaient jouer un rôle primordial vu les difficultés qu'a posées leur construction. Ils n'ont pas été conçus ultérieurement. Ils ont été soigneusement installés pendant que la pyramide était bâtie pierre par pierre. Personne n'a jamais su à quoi ils pouvaient servir. Ils ont toujours été considérés comme des puits d'aération. En dépit de leurs recherches minutieuses, et comme tous ceux qui les ont précédés, Meg et le docteur Hawass n'ont pas réussi à trouver une issue quelconque. Ils sont directement liés aux croyances des Égyptiens et à la fonction qu'ils estimaient être celle de la pyramide. Ce ne sont pas des puits d'aération. À quoi servaient ces puits? Selon moi, le puits sud était un corridor symbolique pour l'âme du pharaon sous sa forme de Ra, le dieu soleil. Symboliquement, les Égyptiens croyaient que l'âme du roi devait emprunter ce puits. Le puits nord est lui aussi un corridor permettant à l'incarnation du pharaon en dieu Horus d'atteindre les étoiles du nord. Il est possible que ces puits lui aient permis de faire ça, son esprit pouvant rejoindre les cieux et revenir dans son corps. Comme une voie à double sens qui lui permettait de quitter la terre et d'y revenir quand il le désirait. Est-ce là le secret de ces puits? S'agissait-il de voies permettant de diriger l'âme du pharaon vers la sphère céleste du ciel septentrional et du ciel austral? Tout le monde espère que le robot pourra résoudre ce mystère. La réponse se trouve peut-être derrière cette porte. Lorsqu'au cours de l'été 2002, les membres de l'équipe responsable du robot viennent pour la première fois dans la Grande Pyramide, ils réalisent que la tâche qui les attend est beaucoup plus complexe qu'ils ne l'ont imaginé. Ils ont prévu d'envoyer le robot équipé d'une minuscule caméra étudier la mystérieuse dalle ou porte située tout au fond du puits de la chambre de la reine.
D'abord, tout se déroule sans encombre. Les parois du puits sont lisses et le robot se déplace facilement. Au bout d'une soixantaine de mètres, ils peuvent enfin apercevoir la fameuse dalle. C'est la porte, on voit les attaches, regardez. Mais il y a un problème. La paroi devient irrégulière et le robot se retrouve en face d'une espèce de marche. Ça patine. La marche est très haute et irrégulière, l'angle est mauvais. J'ai beaucoup de mal à le guider. Ils réussissent finalement à lui faire franchir la marche quand soudain, c'est l'accident. Il redescend. Le robot fait une chute d'une soixantaine de mètres. Heureusement, il est intact. Il finit par atteindre son objectif. Le docteur Hawass et les membres de l'équipe obtiennent enfin une bonne image de la dalle et de ses étranges poignées de cuivre. Regardez comme la pierre est lisse. Oui, elle est vraiment très lisse. C'est une image superbe. Ces images sont les meilleures jamais obtenues et permettent d'ores et déjà de faire une découverte très alléchante. À côté de cette entaille dans le coin du fond, on peut apercevoir les ombres. Et l'on voit très clairement que cette pierre repose dans une rainure verticale dans le mur de côté. C'est une très bonne nouvelle, car c'est exactement ce qui se produit quand il s'agit d'une porte mise en place par le haut. Tous ces nouveaux détails ne font que renforcer leur détermination à voir ce qui se trouve derrière la dalle. Mais le robot ne fonctionne pas très bien et devra être amélioré avant leur retour en septembre. L'espoir de trouver de nouvelles chambres secrètes à l'intérieur de la pyramide n'est pas une utopie. Des chambres dissimulées ont été déjà découvertes par de précédents explorateurs. Au XIXe siècle, alors que la dynamite était utilisée pour rechercher le trésor disparu du pharaon, une découverte surprenante a été faite au cœur de la Grande Pyramide. Plusieurs pièces secrètes ont été mises au jour au-dessus de la chambre funéraire du pharaon. Elles sont au nombre de 5 et ont été construites pour répartir l'énorme charge qui pèse sur le caveau du roi, situé en dessous. Pour les atteindre, le docteur Hawass doit ramper dans le tunnel creusé par la dynamite. C'est ici qu'une découverte sensationnelle a été faite. D'anciens hiéroglyphes nous apprennent que les pyramides ont été construites par des ouvriers organisés en équipes. Chaque équipe était constituée de 1000 ouvriers. L'équipe elle-même était divisée en petites unités appelées files. C'est un mot grec qui signifie tribu. Chaque tribu était constituée de 200 ouvriers. Les files étaient elles-mêmes divisées en équipes plus restreintes qui portaient tout un nom. La grande, la verte, endurance. Il y en avait même une baptisée perfection. Mais les égyptologues sont encore plus fascinés par ce qu'ils trouvent dans la chambre supérieure. Ici, parmi les graffitis laissés depuis la découverte de la chambre, ils remarquent d'autres hiéroglyphes, mais ceux-là sont différents. C'est la première fois que nous trouvons le nom de Khéops inscrit à l'intérieur de la pyramide. Khéops, à l'intérieur d'un cartouche. Ensuite, il y a le mot Dhehaperu. Et Simsu, c'est le nom de l'équipe qui a construit les pyramides. Elle s'appelait les Amis de Khéops. Bizarrement, c'est le seul endroit de la pyramide où l'on peut lire le nom de Khéops.
En signant leur travail dans ce lieu sacré, ces ouvriers ont atteint l'immortalité. Avant que le docteur Hawass ne découvre leur sépulture, ces graffitis étaient à peu près les seules indications en notre possession concernant les bâtisseurs de pyramides. Aujourd'hui, quantité de détails fascinants sur leur vie nous ont été révélés. Et pas uniquement à partir des objets trouvés dans les tombes. Leurs squelettes aussi ont permis de réécrire l'histoire. Avant de découvrir les tombes, le docteur Hawass était obsédé par les déclarations affirmant que les pyramides avaient été construites par une armée d'esclaves. Apprendre que les ouvriers étaient bien traités et divisés en équipes a permis de comprendre comment les bâtisseurs de pyramides organisaient leur main-d'œuvre. Il y a de très grandes chances que tout le chantier de construction ait été un grand campement. On peut tout à fait supposer que les gens campaient un peu partout dans la carrière et sur la pyramide elle-même pendant sa construction. Certains ouvriers, sans doute la main-d'œuvre saisonnière, devaient vivre à proximité des pyramides et étaient nourris avec des produits de bonne qualité apportés par les gens de la ville. Mais les responsables comme Nesut Wessert et les ouvriers spécialisés ne campaient pas. Où vivaient-ils donc? Il manque toujours à Marc des éléments clés de ce tableau, mais cela ne va pas tarder à changer. Vers la fin de la saison des fouilles, l'équipe de Marc a repoussé encore plus loin les limites du site et découvert ainsi un élément capital du puzzle. Ce n'est que dans les dernières semaines, quand nous sommes allés plus à l'est, que nous avons commencé à trouver ces pièces et ces petites habitations. La cité des bâtisseurs de pyramides commence enfin à avoir un sens. Ici, dans ce coin, se trouvent les demeures des ouvriers permanents de la pyramide et de leurs familles. Les artisans, les contremaîtres, les potiers, les tisserands et les charpentiers. Grâce à ces deux dernières découvertes, Marc Lehner est maintenant à même de tracer le plan le plus explicite qui ait jamais été fait du plateau de Gizeh. Voici la première cité industrielle du monde, entourée des maisons où vivaient les artisans spécialisés et leurs familles, et un campement pour les ouvriers saisonniers. Il s'agissait d'une opération très bien organisée pour un incroyable projet de construction. Et le contremaître Nesut Wessert était l'un des piliers de cette organisation. Le 16 septembre 2002, son sarcophage est sur le point d'être ouvert et de fournir de nouvelles données. On va maintenant soulever la pierre. Je vais essayer de filmer à l'intérieur. Et c'est parti. Je crois qu'il y a un squelette. Dites-nous ce que vous voyez, Zahi. Je vois un homme allongé et la tête du squelette. À l'intérieur du sarcophage se trouve un squelette parfaitement bien conservé. Il est couché sur le côté, la tête tournée vers le levant, comme c'était la coutume dans l'Égypte ancienne. Mais y a-t-il dans le sarcophage d'autres choses qui pourraient nous fournir plus d'informations sur Nesut Wessert? Vous voyez des objets, Zahi, des amulettes? Pour le moment, Jay, je ne veux rien déplacer. Chaque élément sera transporté avec beaucoup de précautions au laboratoire pour y être radiographié. Nous connaîtrons alors son âge, le moment de sa mort et les maladies qu'il a eues. Le crâne a l'air parfaitement intact. Où est ma brosse? Je peux nettoyer ce superbe visage et demander à cet homme de nous raconter le monde dans lequel les Égyptiens construisaient les pyramides. C'est vraiment un message que nous transmet Nesut Wessert. Et je suis heureux qu'il ait pu préserver son corps. Le lendemain de l'ouverture du sarcophage, le docteur Asa, spécialiste des ossements, vient examiner le corps.
Dès qu'elle s'empare de l'os du bassin, son œil expérimenté y découvre certaines informations. C'est un homme. Il n'est pas très vieux. La trentaine environ. Le crâne lui fournit de nouvelles indications. Il s'agit d'un individu grand et fort. Comme vous pouvez le constater, le crâne est gros. Les dents aussi sont grandes. De même que cet angle entre le nez et le front. Tout cela nous apprend qu'il s'agit d'un homme. Mais une question demeure. Le titre de contremaître du district administratif est gravé sur la tombe de Nesut Wessert. Son squelette peut-il nous fournir des informations sur le rôle qu'il tenait? Les indices se trouvent dans les os de sa colonne vertébrale. Le docteur Hazard remarque immédiatement l'épaisseur des bords de l'épine dorsale. Cela prouve qu'il a passé des années à déplacer des pierres ou à porter de lourdes charges. Ainsi, cet homme, dont le titre suggère qu'il était en contact direct avec le pharaon, a aussi travaillé comme ouvrier. Est-ce là la preuve que les hommes pouvaient s'élever dans l'échelle sociale et devenir le patron? Que l'Égypte ancienne était une société beaucoup moins figée que nous l'imaginons? Cette révélation offre des perspectives fascinantes sur la construction des pyramides. Mais la découverte la plus significative est encore à venir, alors que le robot se dirige lentement vers la dalle mystérieuse. Au début du mois de septembre 2002, l'équipe responsable du robot retourne sur le site avec un nouvel engin téléguidé. Le robot transporte une rampe qui doit l'aider à franchir la marche. S'il n'y arrive pas, tout le projet tombe à l'eau. La rampe fonctionne et maintenant l'équipe veut en apprendre le plus possible sur la dalle. Se déplace-t-elle? Ou n'est-ce qu'un gros bloc massif? Le bloc de pierre est impossible à déplacer. C'est pourquoi le nouveau robot est équipé d'instruments de mesure pour connaître son épaisseur. Ils ont la surprise d'apprendre qu'elle a moins de 8 cm. On ne peut pas percer une pierre de 3 cm. Pas avec quelque chose d'aussi épais que ça. Il faut quelque chose de plus pointu. Après de longues délibérations, l'équipe est finalement autorisée à percer un minuscule judas dans la pierre. Équipé de la perceuse adéquate, le robot repart dans le puits. Il faut absolument éviter d'abîmer la dalle. Le trou est parfait et n'a causé aucun dégât. Qu'y a-t-il donc de l'autre côté? Et pourquoi y a-t-il une dalle si le puits de la chambre de la reine était destiné à diriger l'âme du pharaon vers les cieux? La réponse tient peut-être de la magie. Un passage bloqué n'était pas un problème pour l'âme du pharaon. Il n'avait pas besoin d'être ouvert pour que le souverain puisse monter aux cieux. Le moyen le plus courant pour aller dans l'autre monde, dans les tombes égyptiennes classiques, est ce que nous appelons une fausse porte, une porte factice. Lorsqu'ils en plaçaient une, sa signification était magique. Elle permettait de communiquer avec l'au-delà. Mais que signifient les poignées de cuivre? Pour les Égyptiens, les espaces se rapportant à leurs différentes existences devaient être bien définis par des barrières ou des seuils. Lorsque l'esprit du roi atteint la dalle, il prononce les paroles magiques. Il devait peut-être donner le nom de chaque poignée de cuivre pour pouvoir ouvrir le verrou. Une fois le seuil franchi, il devenait indéniablement un être divin.
Donc, si la dalle est une espèce de fausse porte magique, y a-t-il quelque chose derrière? Le robot est sur le point de le découvrir. Dans la nuit du 16 septembre, le robot est prêt à introduire une minuscule caméra dans le Judas et à voir pour la première fois ce qui se trouve au-delà. Le moment de vérité est venu, n'est-ce pas, Zahi? La caméra est alignée dans l'axe de ce trou de 2 cm percé dans la dalle. Nous allons pouvoir suivre sa progression à l'aide de cette caméra et savoir s'il y a quelque chose derrière cette porte de pierre et, le cas échéant, ce qu'il y a. Regardons ce qui va se passer, les lumières sont allumées. Vous pouvez voir la caméra progresser régulièrement dans le trou. Zahi, dites-nous ce qui est en train de se passer. La caméra est dans le trou. Regardez ça. On entend des cris ici. Je dois vous dire que notre équipe d'archéologues attend ce moment depuis des mois. C'est terriblement excitant. Que voyons-nous, Zahi? On peut voir une autre porte scellée. Une autre porte scellée? Oui. Que sont ces marques sur la porte? Ce sont des fissures. C'est une autre porte scellée. Nous sommes en face d'une autre porte scellée. C'est incroyable. Je suis très heureux que nous ayons trouvé un nouvel espace. Nous avons découvert une autre chambre scellée. C'est la première fois qu'un nouvel espace est découvert depuis longtemps. La petite chambre scellée est le premier nouveau lieu découvert dans la Grande Pyramide depuis 130 ans. J'étais très émue et très étonnée en voyant la surface blanche de la roche située en face. C'était une surprise. Se retrouver face à une chose que personne n'a vue depuis 4500 ans. Le lendemain, tout le monde est de retour dans la chambre de la reine pour examiner la découverte. En utilisant le bras de la caméra comme instrument de mesure, il calcule la taille du nouvel espace. Nous avons mesuré l'espace qui sépare les 2 dalles, celle du fond et celle de devant. La distance est de 18 cm. Cette chambre ne mesure donc que 18 cm de profondeur. Mais ce jour-là, ils font une autre découverte. L'équipe décide d'envoyer le robot dans le second puits de la chambre de la reine, celui qui n'a jamais été exploré et qui se dirige vers le nord, et ce pour une bonne raison. Le puits nord n'est pas droit. Ceux qui l'ont construit ont été obligés de lui faire contourner la grande galerie. Et personne n'a jamais vu la partie qui se trouve au-delà du premier virage. Après des manœuvres interminables, le robot réussit à franchir l'obstacle. Au cours de son ascension dans le puits, il doit éviter une tige qui a été introduite par des explorateurs dans les années 20. Eux aussi avaient essayé de résoudre l'énigme des puits. Les membres de l'équipe ne savent pas ce qui les attend, mais ils savent ce qu'ils veulent trouver. Et voilà, exactement à la même distance que dans le puits sud se trouve une petite porte. C'est la réplique exacte de celle qui se trouve dans l'autre conduit. Pour Mark Lehner, cette découverte d'une deuxième porte donne encore plus de signification au puits. Le fait qu'il y ait une dalle avec 2 mystérieuses poignées de cuivre dans le puits sud et une dalle exactement semblable dans le puits nord souligne qu'il s'agit là d'un acte entièrement délibéré de la part des bâtisseurs de pyramides. Si ces poignées constituent une espèce de verrou, ce sont peut-être les verrous symboliques des portes qui ouvrent sur les cieux, le ciel septentrional et le ciel austral. Si c'est ce qu'elles symbolisent, la chambre secrète n'est autre que la voûte céleste du ciel. J'ai toujours été troublée par l'idée d'un dieu présent à la fois dans la chambre funéraire et dans les étoiles. Comment y accédait-il? Maintenant, nous avons une réponse qui cadre avec la logique pragmatique des Égyptiens.
Ils lui permettent d'accéder aux cieux par l'intermédiaire de portes, ce qui est exactement ce qu'il faut. Elles sont conçues pour être empruntées par le roi et par lui seul, et elles constituent une voie directe. La découverte d'une nouvelle chambre permet d'envisager la présence éventuelle d'autres espaces secrets dans ces puits. Le fait qu'il y ait un espace et puis une autre dalle pourrait signifier que ce sont des modèles réduits des dalles qui bloquent l'accès à la chambre du roi. Des petites herses mobiles qui symbolisent la fermeture des passages qui mènent à la chambre de la reine. Peut-être y a-t-il donc, dans chacun de ces puits, une série de portes que l'esprit du souverain doit franchir. Mais il s'agit de passages magiques, ce qui explique le fait que les puits n'aient pas d'issue à l'extérieur de la pyramide. Ces portes et ces puits mystérieux ne mènent que dans l'au-delà. Je ne serais pas surprise qu'il y en ait d'autres. Il y a différentes étapes pour accéder à l'au-delà. C'est pourquoi le pharaon doit franchir un premier seuil, puis un second, et qui sait combien d'autres encore. C'est un moment primordial pour nous. Cette porte est l'une des plus importantes découvertes réalisées avant la fin de l'année 2002. Je pense que ce n'est qu'un début. Nous allons continuer à découvrir de nouvelles chambres dans les pyramides.